Vous le voyez sur ces images, déjà beaucoup de monde dans les allées du Salon de l'Agriculture, ce 51e salon qui, ce jeudi, a pris véritablement son rythme de croisière. Un salon qui vit au rythme de ces milliers d'animaux présents ici, porte de Versailles, et qui font bien sûr tout le bonheur de ces très nombreux visiteurs. On en attend plus de 700 000 verdicts à la fin de cette semaine. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes en direct sur Public Sénat. Encore une matinée passionnante pour mieux comprendre les enjeux, les difficultés, les défis de ce monde agricole. Une journée également très politique, très riche politiquement parlant, ici, porte de Versailles, puisque de très nombreux acteurs du monde politique sont présents aujourd'hui, comme hier et comme demain. Aujourd'hui, par exemple, c'est François Fillon qui a fait quasiment l'ouverture des portes de ce salon de l'agriculture. L'ancien Premier ministre que vous voyez ici avec Xavier Belin, le président de la FNSEA, avec Hervé Guémard, le président du conseil général de l'Isère, François Fillon, qui entend rester ici au salon pendant toute cette matinée. On attend également la visite de Ségolène Royal, la visite de Pierre Laurent ou encore la visite d'Hervé Morin, le président du nouveau centre, qui sera avec nous dans quelques minutes. Hier, c'était Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui était présent dans les allées du salon. Jean-Pierre Bel qui a répondu aux questions de Michaël Zamet. C'était hier soir sur le stand très bio du département de la Drôme. On l'écoute. Jean-Pierre Bel, salon de l'agriculture, on met à l'honneur les régions, les produits français. Ça doit vous parler. Bien sûr, donc le salon de l'agriculture, à lui tout seul, il représente tous nos terroirs. Nous y sommes bien sûr très attachés au Sénat. La diversité de ce pays, c'est un grand rendez-vous. Le salon de l'agriculture, en même temps, ce sont de grands enjeux derrière. Les enjeux d'une agriculture innovante, en mouvement, puisque c'est le thème de ce salon, 51e du nom. Voilà, donc on est toujours très heureux d'y arriver. Je le fais avec un plaisir que vous n'imaginez pas, non pas par habitude, mais avec toujours l'envie de découvrir autre chose et surtout de rencontrer les acteurs du monde agricole. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes et femmes politiques qui viennent au salon de l'agriculture. Il peut peut-être y avoir derrière tout ça des arrière-pensées politiques, mais pas que, parce qu'on sait aussi que l'agriculture, c'est une partie de la France. Oui, je pense qu'il est normal que ceux qui ont des responsabilités dans ce pays et qui aspirent à représenter la France dans sa diversité doivent aussi s'intéresser à l'agriculture. C'est un moment qui permet de mettre en avant justement, de faire de ce salon une vitrine de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être un devoir, mais c'est aussi un passage obligé où il faut s'exprimer sur une France qui est quelquefois un petit peu oubliée. Une France s'inquiète parce qu'on a un sentiment aussi d'agriculteurs qui sont un peu en colère. On l'a vu, vous vous rappelez très bien des histoires des bonnets rouges, et pas que cela d'ailleurs, parce que le prix du lait, le prix de la viande qui augmente, c'est aussi une grogne qu'on entend au sein de l'agriculture. Oui, mais c'est une France, la France du monde agricole, qui refuse la fatalité, qui s'est toujours battue. C'est vrai que depuis 10 ans, un quart des exploitations agricoles ont quasiment disparu dans ce pays. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes sérieux. La rémunération de la production agricole en particulier qui pose de gros problèmes dans notre pays et partout en Europe. Donc on peut mettre en avant les difficultés de l'agriculture, mais je crois qu'on doit surtout mettre en avant les potentialités de l'agriculture. C'est-à-dire ce que l'agriculture d'aujourd'hui, qui est une agriculture moderne, qui se tourne résolument vers l'avenir, peut aussi apporter. Et dans un contexte qui est compliqué, qui n'est pas facile, eh bien l'agriculture, le volet agricole, est peut-être une chance pour beaucoup, et notamment pour beaucoup de jeunes. Donc moi, j'aurais plutôt envie de donner un regard, un éclairage positif sur ce que sont ces régions françaises et ce que l'agriculture, qui est aussi le lien fondateur dans ce pays, qui est aussi le signe de notre identité, de notre culture, de notre histoire, peut amener à la France. Voilà. Si on vient au salon d'agriculture, c'est pas simplement pour se montrer, c'est aussi parce qu'ici, il y a les vraies réalités et on touche du doigt ce qu'est la France d'aujourd'hui. Économiquement aussi, peut-être dernière question, avec le pacte de responsabilité, on imagine aussi que les régions vont avoir un effort à faire, mais aussi que l'agriculture a son rôle à jouer.
Oui, je pense que un pacte de responsabilité pour l'agriculture s'impose de la même manière. Les régions s'appuient sur un terroir fort, riche. Il y a bien sûr les zones urbanisées, puis il y a le reste. Et l'agriculture a bien sûr une carte essentielle à jouer dans cette période parce qu'aujourd'hui en France, on a besoin des agriculteurs. Et il n'y a pas de pays sans paysans, disait un adage. Je le reprends facilement à mon compte parce que sans les agriculteurs, nous n'aurions pas les beautés de cette France que j'aime beaucoup. Et en tant qu'Ariégeois, pays d'élevage, pays d'agriculture aussi, je me sens totalement solidaire des enjeux que les agriculteurs ont à relever aujourd'hui. Dernière question peut-être un petit peu plus politique. On a besoin des Verts aussi au gouvernement, toujours ? Ça fait partie d'un ensemble de questions qui se posent. Les écologistes sont aujourd'hui au gouvernement. C'est peut-être à eux, à nous, de décider ce qu'il en sera demain. Mais pour moi, la question ne peut pas se poser en ces termes. On peut poser des questions, mais pas simplement faut-il qu'ils y soient ou qu'ils n'y soient pas. C'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué parce que par rapport aux défis qui sont les défis de la France, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets essentiels. Vous avez parlé de l'emploi, du pacte de responsabilité. Il y a aussi la question de la transition énergétique dans laquelle, je crois, nos amis écologistes peuvent jouer un rôle important. Donc je crois qu'ils le joueront plus facilement s'ils accompagnent le mouvement plutôt que de se mettre en marge, être des observateurs. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel et très bonne visite de salon 2014, salon de l'agriculture. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Jean-Pierre Bel, c'était hier soir sur le stand du département de la Drôme. C'est une gigantesque machine qui, depuis 1962, rythme l'Europe agricole. La PAC, cette fameuse politique agricole commune, ce sont des milliards d'euros déversés chaque année pour assurer, d'une part, l'autonomie alimentaire des pays de l'Union et qui sert à aider un monde agricole en proie à une concurrence mondiale de plus en plus vive, de plus en plus exacerbée. À l'horizon 2020, figurez-vous, ce sont 373 milliards d'euros, une somme absolument colossales qui viendront soutenir les agricultures européennes. Nous allons en débattre de cette PAC avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Jean Bizet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur UMP de la Manche, vous êtes membre au Sénat de la Commission des Affaires européennes, vous êtes un fin connaisseur de cette politique agricole commune. Comme vous, Joël Labbé, également sénateur vert, vous êtes du Morbihan, vous êtes breton, la Bretagne qui peut-être a bien besoin des aides de la PAC. Nous allons en reparler dans quelques instants. Je vous présente Jérôme Chapon. Merci monsieur d'être avec nous. Vous vice-présidez le syndicat des jeunes agriculteurs. À vos côtés, Antoine Jean, vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais. Vous nous expliquerez tout ce que vous pensez de cette PAC à venir, parce que bien sûr, on va en parler de cet avenir, cette PAC qui maintenant a été votée au Parlement européen, et qui est encore en cours de négociation à horizon 2020. Mais nous allons parler un instant du passé, puisque cette PAC, je le disais, a été mise en œuvre à partir de 1962. Ça fait donc, Jean Bizet, plus de 50 ans qu'elle existe, cette politique agricole commune. Qu'est-ce que l'agriculture française lui doit à cette politique européenne d'aide à l'agriculture ? Bien, ça a d'abord été la politique qui a conforté la dimension de l'Europe, autrefois à 6, maintenant à 28. Donc la PAC, ou plus exactement l'Europe, doit tout à la PAC. Et aujourd'hui, elle rentre dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel, mais avec de l'autre côté de l'Atlantique un pays tel que les États-Unis qui, eux, mettent encore plus d'argent que les 373 milliards d'euros que vous avez évoqués, puisque le dernier Farm Bill vient d'être voté, et sur les 10 ans qui viennent, c'est 950-960 milliards de dollars, si vous voulez, avec en front renversé, d'une part aux États-Unis, c'est le credo du libéralisme, mais c'est-à-dire que lorsque les prix sont soutenus par le marché, comme nous sommes dans des contrats cycliques, il n'y a pas de dépense de l'argent du contribuable américain. Alors que sur la PAC, dans le cadre du contrat ou du cadre financier pluriannuel, je parle pour la partie France, c'est 8 milliards d'euros par an.
bon an, mal an, que nous soyons avec des prix soutenus par le marché ou non. Moi, je pense que le système américain est beaucoup plus pertinent, d'abord pour l'agriculture, parce que lorsque les cours sont soutenus, eh bien, les subventions peut-être sont superfétatoires, mais lorsque les cours s'effondrent, ils ne sont pas suffisants. Alors, vous l'avez souligné également, l'Europe en 1962, eh bien, c'était 6 pays membres. Aujourd'hui, ils sont 28. Ça change également la donne en matière de répartition des aides et de... Oui, mais l'architecture reste globalement, si vous voulez, axée sur la production de produits de qualité. Quand vous avez 373 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais ramener à la tête de consommateur, c'est beaucoup moins d'argent pour mettre dans l'assiette du consommateur des produits de qualité. Joël Labbé, selon vous, la PAC a permis quoi? Elle a permis aux agriculteurs français de mieux vivre? Elle a eu des incidences sur leurs revenus, par exemple? Elle a eu un résultat évidemment positif sur l'agriculture française en son temps. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de la nouvelle. On va y venir, bien sûr. On va y venir de cette nouvelle PAC. En tout cas, bon, par rapport à la situation actuelle où on est en véritable période de transition, on se retrouve au moment où l'agriculture, on attendait une politique européenne qui soit beaucoup plus intégrée, qui ait une politique agricole européenne, et là on va pour une proportion importante vers une renationalisation qui ne nous va pas du tout, nous les écologistes. Alors, on va en reparler, bien sûr, on va expliquer tous ces aspects des problèmes et des dossiers de la PAC. Mais tout de suite, je vous propose de rejoindre Jean-Philippe Lefebvre. Il se trouve en compagnie d'un éleveur de charolaise. Jean-Philippe, j'imagine que cet éleveur, eh bien, la PAC, il en attend peut-être beaucoup. Oui, Jean-Michel, vous êtes éleveur dans la Saône-et-Loire. Vous avez un cheptel de combien de bêtes aujourd'hui ? Pardon ? Moi, je fais faire à peu près 35 naissances. Donc, comme j'élève toutes mes génisses, soit pour refaire des nouvelles mamans ou de l'engraissement, j'ai à peu près 100 bêtes par an. 100 bêtes, vous travaillez tout seul, c'est ça? Moi, je suis tout seul sur l'exploitation, oui. On imagine que c'est un travail assez considérable. Vous travaillez donc avec le label rouge. C'est quoi le label rouge? Expliquez-nous. Le label rouge, donc c'est déjà la garantie d'un produit français, produit essentiellement, même exclusivement sur des zones herbagères, et c'est la garantie quand même d'une qualité supérieure. Alors justement, le label rouge, il y a beaucoup de labels dans le milieu agricole, évidemment. Ce sont des filières, on veut savoir d'où vient la viande, l'élevage et ensuite l'abattage. C'est exactement ça, le label rouge. On sait exactement ce qu'on va manger dans notre assiette? Tout à fait. Pour nous, ce qui nous concerne, le charolais label rouge. Donc charolais label rouge, c'est du charolais. Donc élevé chez des éleveurs comme moi. Ensuite, donc ces éleveurs sont regroupés en organisations de producteurs qui elles, servent les abatteurs. Ensuite, des grossistes et pour être distribués dans des points de vente tels les boucheries artisanales et les GMS. Alors moi, je fais partie de ces gens qui aiment la viande, qui vont en acheter. J'ai l'impression que c'est cher et de plus en plus cher la viande. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quand on achète, c'est toujours trop cher. Hein. Mais en même temps, c'est quand même un produit de qualité qui, je pense, reste à un prix tout à fait compétitif, on va dire. Il y a un bon rapport qualité-prix. Hein. Parce que bon, malgré tout, on est encore aidé par... on a des aides encore de certains côtés. Hein. Sinon, dans le prix, on ne pourrait pas... Alors justement, je vous taquinais sur le prix de la viande évidemment, puisqu'on est en plein débat avec Pierre-Henri sur la politique agricole commune 2014-2020, des aides. Est-ce que vous bénéficiez, vous, aujourd'hui, des aides? Est-ce que ça vous est vraiment nécessaire? Tout à fait, hein, je bénéficie des aides PAC aujourd'hui. Et bon, je crois qu'il ne faut pas s'en cacher, hein, sans les aides PAC, avec le prix de vente qu'on a actuellement, on ne serait plus là. Hein. Attendez, je ne comprends pas, ça veut dire... La race charolaise, une race d'exception dans le monde entier, une viande excellente, une filière comme la vôtre, vous avez besoin d'aide, autrement vous n'en sortiriez pas. Mais oui, parce que malgré tout, le prix de marché, il est quand même influencé par les cours mondiaux. Hein. Donc nous, dans les autres pays du globe, on a quand même des coûts de production moindres que chez nous. Donc c'est vrai que dans le label rouge, le charolais label rouge, on a une plus-value, mais c'est une plus-value par rapport au prix de marché quand même. Hein. Et donc, de ce fait, on a des charges qui ne sont pas les mêmes que certains de nos concurrents. Donc, on a besoin des aides PAC
pour rester dans cette fourchette de prix. Dernière question, au quotidien, les aides PAC, c'est quoi? Ça tombe tous les mois? C'est une subvention que vous avez tous les mois, tous les ans? Comment ça se passe? Ah non, c'est des aides annuelles qui tombent en l'occurrence essentiellement en fin d'année. Donc après, il y a différentes aides. Maintenant, il y a les aides plus liées à la production et des aides plus, on appelle ça découplées. Et ce sont des aides par rapport au nombre de bêtes que vous avez? Pour une partie, oui. Comme il y a l'aide à la vache, donc ça c'est au nombre de vaches, enfin, ou du moins au nombre de primes qu'on a pu obtenir par le passé. Et il y a d'autres aides telles que l'ICHN, indemnité de handicap naturel, donc là qui sont plus liées plutôt à la région. Bon, bah, écoutez, merci à vous, plein de bonnes choses pour ce salon. Vous voyez, Pierre-Henri, même sur une filière d'excellence comme la race charolaise, tout n'est pas très simple. Et oui, merci beaucoup Jean-Philippe de ces précisions. Sans les aides de la PAC, on n'existerait plus, vient de dire cet éleveur. Jérôme Chapon, vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dresse ce constat? Bien évidemment que je suis d'accord avec lui. Et on le voit tous les jours. Avant, si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur l'une des premières questions que vous avez posées à mes collègues. Le budget de la PAC, et la PAC jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'elle a fait son boulot dans les premiers objectifs qu'elle s'était fixés au départ. Quand on a parlé de moderniser l'agriculture, autosuffisance alimentaire, ce qui est quand même très important dans des pays, d'assurer à son peuple l'alimentation. C'est quand même quelque chose d'important pour nos politiques. On était presque encore au sortir de la guerre. Tout à fait. Et la PAC a fait son boulot. Je le dis comme ça, elle a fait son boulot. Et, comme l'a dit Jean Bizet, pour un montant, un chèque global de 373 milliards d'euros, et ça ne parle pas. Moi, je dirais bien pour seulement 200 € par an et par habitant. Si on compare par rapport aux États-Unis, ils sont à 450 €. C'est 2,5 fois plus élevé que chez nous en Europe pour assurer au moins la même chose, l'autosuffisance alimentaire. Alors voilà. 2 poids, 2 mesures à un moment donné, mais il faut savoir que si on veut encore au moins assurer l'alimentation dans nos pays, il faut à un moment donné se créer les conditions d'une vraie politique. Voilà, ça c'est le préambule en ce qui nous concerne, nous les jeunes. Après, oui, nous avons besoin des aides PAC, c'est évident. Comme l'a dit Jean Bizet, comme on peut tous le constater, ça fait des années qu'on est, nous les producteurs, amenés à être sur un marché mondial, donc dit libéral, avec des prix qui ne sont plus garantis, comme ça a pu être le cas pendant des décennies, mais qui sont directement liés au marché. Un marché tellement fluctuant, sur lequel on ne peut plus agir, qu'à un moment donné, on a besoin de cette PAC, de ce budget, de cette aide publique, oui, pour nous assurer un minimum de visibilité, mais aussi de vitalité sur nos exploitations. Mais comment peut-on parler de libéralisme à partir du moment où vous recevez, comme cet éleveur qu'on vient d'entendre, j'allais dire des aides publiques quelque part, même alors si là, elles sont européennes. Et mon voisin de droite est mieux placé que moi pour en parler. On parle de libéralisme parce qu'à un moment donné, on est tous d'accord de rentrer dans des cycles type Doha, OMC, etc. Je ne suis pas spécialiste. Moi, on me dit, tu fais de la production, il y a un prix de marché. Seulement, le libéralisme, comme vous le dites, il est un peu faussé puisque tous les pays qui font de la production et qui sont sur le marché mondial ont tous une politique agricole. En particulier les États-Unis, comme le soulignait Jean Bizet à l'instant. Et une politique, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus conséquente, ramenée au nombre d'habitants, que la nôtre. Jérôme Chapon pour la Confédération paysanne. Non, vous vous trompez. 300... Antoine Jean, excusez-moi. 373 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais est-ce à dire que tous les agriculteurs touchent quelque chose de cette PAC européenne? Alors je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit avant. 373 milliards, ça peut paraître des sommes très importantes, mais ramener à chaque habitant européen, c'est pas grand-chose, quoi. Donc le problème que nous on constate depuis très longtemps, c'est le déséquilibre des aides. Déjà entre les productions, mais ce qui nous scandalise le plus, c'est entre les producteurs, notamment le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les céréaliers. La PAC, c'était surtout des aides à l'hectare. Donc ce qui nous faisait dire, il y a encore quelques temps, 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. C'est encore vrai aujourd'hui, ce sera peut-être moins vrai demain. Donc nous, ce qu'on prend depuis très longtemps, c'est un rééquilibrage des aides. Donc entre d'abord les producteurs et les filières aussi.
C'est-à-dire donner un peu moins aux gros producteurs et donner un peu plus aux petits. Quand on voit quand même que depuis quelques années, les céréaliers ont quand même la plus grosse part du gâteau au niveau des aides. Quand on voit aujourd'hui, avec notamment les manques de céréales, le prix des céréales qui s'est envolé, on ne comprend pas bien et les consommateurs et les citoyens européens comprennent de moins en moins que des gens, chaque année, touchent des gros chèques énormes alors que le revenu est très bon. Et il y a eu des chiffres qui sont sortis, notamment la différence entre un éleveur ramené à l'heure de travail, c'était quelque chose comme 10 € de l'heure, et un céréalier, quand il travaille, c'est entre 50 et 70 € de l'heure. Donc il faut absolument, et la nouvelle PAC qui arrive va rééquilibrer un peu, passer à notre pour nous, mais qui va rééquilibrer quand même un peu ces aides, notamment vers l'élevage. Alors, vous parlez de très gros chèques pour les céréaliers en particulier, mais je vous repose la question, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ne touchent strictement rien de la PAC ? Alors, nous, on était porteurs notamment vers les petites fermes. Au niveau européen, c'est énorme, notamment des pays comme la Roumanie qui ne touchent pas grand-chose. Donc, on a Dacian Ciolos, commissaire européen à l'agriculture, qui a défendu au niveau européen une aide qui pour nous est insuffisante, puisque ce que la Commission a proposé, c'était 1 250 € d'aide maximum, et toute aide confondue. Notre ministre de l'Agriculture n'a pas fait ce choix de prendre cette aide dans le premier pilier de la PAC. Nous, on continue à se battre à la Confédération paysanne pour que ces agriculteurs touchent quelque chose. C'est quand même les oubliés de la PAC depuis des années, donc ça concerne quand même des productions importantes, notamment les maraîchers. Moi, je suis dans la région lilloise, et nos petits maraîchers qui ont un rôle très important au niveau social, au niveau environnemental, c'est de l'emploi. Il faut absolument les aider, ces gens-là. Jérôme Chapon, vous pensez qu'il y a des efforts particuliers à faire pour les petits producteurs, les petites fermes qu'évoque votre collègue à l'instant? Alors, bien évidemment, mais seulement qu'on arrête un petit peu l'utopie. Je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec ce que vient de dire monsieur. Monsieur dit que Stéphane Le Foll n'a pas pris ce qu'ont pris certains pays dont d'ex-Union soviétique, comme la Roumanie par exemple, de prendre l'aide aux petits producteurs. Mais tout simplement parce que nous n'avons plus ce type d'exploitation dans notre pays. Voilà, c'est la première chose. Non, je suis désolé. Après, vous parlez du rééquilibrage des aides. Qu'on arrête de stigmatiser entre éleveurs céréaliers. Le rééquilibrage des aides, je suis désolé, dans la future PAC que l'on va connaître, c'est pas non plus les céréaliers à un moment donné qui vont contribuer plus pour d'autres types d'élevage. C'est plus des fois à certains types d'élevage qui va contribuer pour un autre type d'élevage. Donc je suis désolé, mais qu'on arrête de stigmatiser sur ces questions-là. Joël Labbé. On nous le dit à chaque fois, mais il est hors de question de stigmatiser, mais simplement de constater le déséquilibre entre céréaliers et éleveurs. Il était net jusque-là. On a souhaité aussi le plafonnement des aides. Ça n'a pas passé, ça n'a pas accepté. Alors les chiffres réels de 80% des aides pour 20% des agriculteurs, c'est une réalité. Et ce déséquilibre va continuer, même s'il va être atténué. On aurait souhaité au moins 30% pour 2020 et c'est limité à 20%. Ce déséquilibre va continuer. Alors la petite exploitation, on ne parle pas de généraliser les toutes petites exploitations. Il faut s'entendre sur ce qu'est le progrès en agriculture. On a parlé tout à l'heure des États-Unis. Est-ce que l'agriculture américaine est un modèle pour nous? Notre réponse est absolument non. Jean Bizet. Je pense que là, c'est un faux débat, si vous voulez. Moi, je ne crois qu'à une forme d'agriculture. C'est celle qui, demain, restera sur les marchés. Alors, ça prend différentes formes, si vous voulez. Et je ne veux pas rentrer dans le débat de petites ou de grosses fermes, de type de filière ou autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre financier pluriannuel, pour la part France, on a 1 milliard de PAC, de crédit PAC de moins par an pendant 7 ans. Dont acte. De toute façon, quels que soient les gouvernements aujourd'hui et demain, il y aura moins d'argent public, si vous voulez, parce que nous sommes tous, si vous voulez, contraints avec des dépenses publiques que l'on ne peut plus maîtriser. Ça veut dire tout simplement une chose, qu'il faudra qu'on envoie quand même clairement des messages, et je tiens à saluer M. Papin, président de Système U, qui a tiré la sonnette d'alarme. Il faut que les consommateurs commencent à comprendre que manger des produits de qualité, manger des produits sûrs, ça a un prix. Ça a un prix. Et aller sur le zinc dans un café le matin, prendre un petit noir qui doit dépasser l'euro 20, l'euro 50, quand vous achetez une brique de lait qui fait à peine 1 euro, eh bien ça, ce n'est plus convenable. Il faut
remettre les choses, je dirais, à leur juste valeur. Et c'est comme ça qu'on fera vivre demain un peu mieux les agriculteurs de France. Alors, vous le savez, il se passe toujours des choses ici au Salon de l'Agriculture. Il se passe des choses au rayon de la race ovine. C'est l'heure du concours général. Et c'est Perrine Tarnot qui va nous faire vivre ce concours général. Perrine. Oui, Pierre-Henri, bonjour. Effectivement, on est dans l'espace ovin avec un concours autour de la race charolaise. Bertrand, bonjour. Vous vous occupez de tout ce qui est l'espèce ovine en France. Donc ça, c'est la race charolaise qui est derrière nous. Dites-nous un petit peu les caractéristiques et ce qui se passe ici ce matin. Alors, ce matin, c'est le concours de la race mouton charolais. Donc le mouton charolais, c'est une race bouchère très utilisée en France. Et donc là, ce sont les meilleurs représentants de la race qui sont présents au concours de Paris. Là, vous avez la section des jeunes béliers. Donc, le premier vient d'être très désigné. Donc, en fait, le choix du juge, c'est de... Ça, c'est le grand gagnant qu'on voit au centre du ring. On va le voir à l'image dans quelques instants. Voilà, et donc il a été choisi parce qu'il correspond bien au standard de la race, donc sur l'aspect de la race en termes de couleur, de forme, et surtout sur l'aptitude à la qualité bouchère, puisque c'est une race bouchère, et donc ce qu'espère le potentiel que l'animal peut apporter pour la production d'agneaux de boucherie. Voilà, alors quels sont les critères au-delà de la viande et évidemment, est-ce qu'il y a un aspect esthétique ou génétique qui joue aussi dans ce concours de beauté entre guillemets? Alors, on essaie de faire en sorte qu'il y ait les deux. L'aspect esthétique, c'est effectivement ce qu'on appelle le standard, comme ça existe aussi pour d'autres espèces, par exemple comme les chiens et les chats, c'est la même chose, ou les bovins, et aussi de voir au travers de sa morphologie, par exemple la longueur du dos, les pattes arrière où on va trouver le gigot, ce qu'il peut apporter en termes de qualité de carcasse pour les agneaux qui seront produits par cet animal. Ces jeunes béliers, pourquoi on leur coupe les cornes? Ça va pas, ça, d'un point de vue esthétique? Non, en fait, c'est un bout de corne. On ne coupe pas les cornes. Il reste, contrairement à ce qui se passe en bovin, et sur cette race-là, il n'y a pas de corne qui pousse. C'est uniquement le haut du crâne. Bon, des fois, ils se battent un peu entre eux. Ah, c'est pour ça, on a l'impression que c'est abîmé et qu'il y a... Comment se porte la race ovine d'une façon générale en France? Alors, on a beaucoup parlé pendant des années de la concurrence, notamment des agneaux venus de Nouvelle-Zélande. Bon, je dirais qu'au niveau de l'élevage ovin, on a toujours des difficultés, mais qui sont liées à l'élevage en général, de renouveler les générations d'éleveurs. L'élevage est une activité qui demande beaucoup de temps, même si on a fait beaucoup d'efforts en termes de modernisation. L'objectif, c'est de renouveler les générations parce qu'aujourd'hui, on a pu démontrer que les éleveurs ovins qui maîtrisent la technique peuvent gagner leur vie et vivre vraiment de leur métier de façon tout à fait satisfaisante. Il y a moins de concurrence internationale, pourquoi aujourd'hui? Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, on subissait la concurrence forte de pays comme la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni et l'Irlande. Aujourd'hui, on a une baisse globale de la production mondiale et plutôt une augmentation de l'offre. Donc on est sur une filière qui est assez dynamique à ce niveau-là. On n'a pas à subir des problèmes de surproduction qui peuvent exister dans d'autres productions agricoles. Et il faut qu'on surfe sur cette vague-là, en lien même avec nos anciens concurrents, puisqu'aujourd'hui on a des démarches interprofessionnelles en lien avec l'Irlande et le Royaume-Uni et la France. Voilà, et donc ça y est, ces jeunes béliers s'en vont. Le concours de la race charolaise est terminé. Ils vont être remplacés? Il n'est pas terminé. Là, vous aviez les jeunes adultes. Là, vous avez les béliers plus âgés. Effectivement, et ensuite, vous aurez les femelles. Le concours va continuer pendant 2 heures environ. Oui, je parlais bien de cette catégorie-là. Cette catégorie-là, effectivement. D'accord. Et tout au long de la journée, si vous venez visiter le Salon de l'Agriculture, vous pouvez venir dans le hall 7, au rez-de-chaussée, au niveau de l'espace ovin, suivre ces concours. Aujourd'hui, donc, la race charolaise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup, Perrine, de ces témoignages toujours très intéressants concernant les ovins, les moutons. Bien présent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. On va reparler bien sûr de la PAC. François Hollande a donné ses priorités, Jean Bizet, à propos de la répartition de ces aides. Il parle de meilleure convergence, de réduire les écarts qu'on évoquait tout à l'heure entre les différents agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement français se donne véritablement les moyens d'arriver à cette convergence des aides entre les différentes catégories agricoles? Oui, on a abandonné ce qu'on appelle les références historiques. Oui. Donc on va vers une harmonisation. Bon, je dirais que chaque époque a sa vérité. Bon, voilà, c'est tout. Je m'en tire par, je dirais, une petite révérence. Ceci étant,
moi, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est que le président de la République et son ministre de l'Agriculture fassent de la loi d'avenir quelque chose d'autre que ce que l'on nous propose. Parce que la loi d'avenir n'a d'avenir que son titre, c'est plutôt une loi d'affichage. Moi, j'y trouve deux choses qui sont, pour moi, catastrophiques pour l'avenir de l'agriculture française. Ce sont les groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Voilà, ça c'est une nouveauté, ça. Ce sont simplement les anciens CTE, contrat territorial environnemental, ripollinés, si je puis dire, avec un coup de peinture verte, pour être très clair. Et la deuxième chose, changement de fonctionnement et de format de l'ANSES, où on a l'Agence nationale de sécurité environnement, où on avait fait très attention lorsqu'on l'avait créé à bien faire la partition entre l'analyse, risques et bénéfices, mais c'est surtout les risques, et puis la décision de l'autorisation de mise sur le marché. Or là, c'est deux éléments majeurs au niveau de la loi d'avenir qui sont catastrophiques pour l'avenir de l'agriculture française. Cela dit, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, elle va arriver au Sénat, et oui, vous aurez mais du ce ne travail sera à pas faire la même dessus. chose, ce ne sera pas la même musique au Sénat. Hein, Joël Labbé, sur ce point. Je pense bien au contraire que ce sera la même musique au Sénat, parce que la loi d'avenir agricole est une véritable loi d'avenir qui, selon nous, ne va pas suffisamment loin encore, mais nous serons là et nous tiendrons nos lignes pour que, véritablement, l'agroécologie, un mot extrêmement noble, puisse revenir, parce que par le passé, et sans être passéiste, l'agroécologie, c'est le retour aux valeurs d'agronomie, par opposition à l'industrialisation, à l'intensification, à grands coups de pesticides, à grands coups d'OGM. Pour le moment, on est préservé. Ce n'est pas grâce à M. Bizet, tout le monde le sait. Et quant au GI2E, la différence avec les CTE, qui était une mesure intéressante, les GI2E ont l'avantage d'être collectifs et d'être collectifs de territoire. Et pour nous, refaire le lien entre le territoire, l'alimentation et les citoyens, c'est comme ça. Et dans l'intérêt des agriculteurs et de l'ensemble des agriculteurs qui veulent nourrir les populations avec de bons produits et avec une bonne rémunération, c'est comme cela qu'on pourra avancer. Je vous rappelle que les CTE, au bout de 2 ans, ont explosé en plein vol, donc j'attends avec beaucoup de... Mais c'est du passé, les CTE, on l'a dit déjà, mais les GI2E, c'est autre chose. Nous sommes sur une loi passéiste, et ce n'est pas une loi d'avenir. J'ai l'impression, messieurs, que le débat sénatorial sur cette loi d'avenir agricole va être passionnante. Jérôme Chapon, vous vouliez réagir? Je veux réagir parce que, si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on revienne au débat du vrai thème qui est la PAC d'aujourd'hui. Parce que vous faites quand même un joli petit reportage en faisant un petit témoignage d'un éleveur de moutons. Moi, il y a des citoyens qui nous regardent en ce moment, et j'aimerais faire un petit moment le lien et le parallèle avec le reportage que vous venez de faire. Vous avez entendu ce que l'éleveur a dit, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de renouvellement de génération dans cette production ovine. Oui. La PAC, c'est aussi ça. La PAC, c'est, à un moment donné, aussi le soutien aux jeunes, aux moins jeunes, qui vont arriver dans le métier, quel que soit le type de production et dans un territoire défini. Ça, c'est très important. Autre chose que je tiens à soulever... Alors, est-ce que la PAC permet l'installation des jeunes agriculteurs aujourd'hui? La PAC soutient l'installation des jeunes agriculteurs. Mais est-ce qu'elle le permet véritablement? Elle le permet, bien évidemment. Et depuis sa mise en place, il y a un budget consacré à la PAC qui est là pour soutenir l'installation des jeunes agriculteurs. Voilà. Et autre point, j'aimerais réagir aussi sur ce qu'a dit l'éleveur parce que c'était très intéressant. Et la filière ovine est l'exemple type de production dans lequel, qui à un moment donné a joué le paradoxe et dans lequel on ne doit pas aller. Il a dit quoi? Il a dit aujourd'hui on n'a plus tellement de concurrence parce qu'il n'y a plus de production. Revenons quelques années en arrière. Il y a 10-15 ans, il n'y avait quasiment plus de production ovine en France. Pourquoi? On l'a tué. Par quoi? Le simple souci de la concurrence et de la politique des prix bas. On a tué la production ovine en France, on l'a très affaiblie au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, etc. Ce qui fait que dans le monde, il y avait quasiment plus de production ovine. Et voilà, on est content, aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence. Il ne faut quand même pas qu'on aille jusque-là dans toutes les productions. Si à un moment donné, il faut décimer le nombre de producteurs et la production pour être content de ne plus avoir de concurrence parce qu'il n'y a plus de production, non. Continuons de soutenir à un minima la production. Vos propos font réagir. Non, mais il y a quand même moins de moutons aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, et il y en avait moins il y a 10 ans qu'il y en avait il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, la production ovine, c'est une production qui a perdu ses éleveurs et qui a perdu son cheptel. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas non seulement soutenu assez fortement par la politique agricole, mais deuxièmement, la politique agricole, et on ne l'a pas encore dit, c'est qu'elle avait un rôle aussi de protection. Elle avait un rôle de régulation et de protection, notamment aux frontières. Et ça, on peut en parler, les accords qu'il y a eu, notamment avec la Nouvelle-Zélande,
suite au Rainbow Warrior il y a quelques années, où on a fait rentrer du mouton pendant des années à bas prix et qui est venu concurrencer complètement l'agriculture. Donc pour revenir sur cette régulation, tout à l'heure on parlait aussi des États-Unis. Il faut savoir que nous, on est en train de démolir nos outils de régulation. Notamment, à 2015, les quotas vont être abrogés, les quotas laitiers. Et aujourd'hui, on est sous un système où on était encore à peu près préservé en production laitière. Il y a eu des augmentations de quotas, notamment pour répondre à des accords de l'OMC, pour conquérir les marchés. Et on l'oublie souvent, nos marchés sont d'abord à notre porte. Et aujourd'hui, les outils qu'on est en train de démonter, ces outils de régulation, les États-Unis font l'inverse. Ils sont en train non seulement de mettre de plus en plus de barrières douanières, et en plus, ils régulent leur production parce qu'ils sont aperçus qu'ils avaient été dans le mur pendant des années. Et si on ne régule pas les productions, aujourd'hui en ce moment, le prix du lait, c'est vrai qu'il est euphorique, notamment parce que les marchés industriels tirent le prix du lait. Mais il faut savoir que la consommation, elle est quand même à nos portes, quoi. Et donc si on ne prend pas garde à ces régulations, demain, on n'est pas à l'abri d'une crise comme on a vécu en 2008-2009. Joël Labbé. Oui, pour moi aussi, l'avenir est à la régulation et à la régulation mondiale. On a parlé souveraineté alimentaire pour l'Europe tout à l'heure. La victoire, quelque part, a été gagnée, bien que maintenant, en Europe, il y ait des gens qui ne mangent plus à leur faim. Mais alors, quand on parle des pays du Sud, notre économie affame les populations du Sud, notamment en Afrique. Le retour à des barrières douanières seront nécessaires là-bas. Parlons aussi de l'Amérique du Sud, avec le soja transgénique que l'on importe pour nourrir nos élevages ici. Cela est absolument scandaleux par rapport à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire des pays d'Amérique du Sud, des populations d'Amérique du Sud. Cela, la nécessité de régulation mondiale est quelque chose de vital. Monsieur Bizet, en me renseignant un peu, j'ai vu que vous êtes à la tête d'un mouvement pour pour une organisation mondiale de l'agriculture en lien avec l'agrobusiness. Pour moi, c'est la FAO qui doit faire son travail et c'est l'OMC qui doit faire son travail. Et la réponse doit être politique au sens noble du terme. Ce ne soit pas le marché qui fasse la loi, ce soit les politiques et les politiques mondiales qui fassent la loi dans l'intérêt de toutes les populations de la planète. Jean Bizet va vous répondre tout de suite. Oh, je crois que mon cher collègue, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes dans une économie de marché. La régulation, si vous voulez, ça suppose qu'il faut se mettre d'accord avec un certain nombre de partenaires. Et le mouvement auquel vous faites référence, c'est le MOMAGRI, dont le président est le président d'honneur de l'Imagrin, Pierre Pagès. Et j'avoue que si nous avions davantage de coopératives et d'entreprises telles que l'Imagrin, l'agriculture française et l'agriculture européenne se porteraient encore mieux. Je connais très bien les règles de l'OMC. Eh bien, si vous voulez, ce n'est pas aussi simpliste ou réducteur tel que vous venez de l'annoncer. Oui, alors, ce paternalisme, monsieur Bizet, de ces gens de cette génération qui savent tout, qui ont dirigé la politique dans le sens où elle va actuellement, effectivement, sûrement vous en savez plus que moi. Maintenant, je voudrais vous parler éthique, parce qu'on n'en parle pas, parce que le marché ne connaît pas l'éthique. Et il y a véritablement nécessité, et il y va carrément de l'avenir de la planète, à continuer à se fermer les yeux et à jouer le court terme. Moi, j'espère une chose, je le disais tout à l'heure, c'est la population, les citoyens français, européens, mondiaux, qui vont pouvoir faire en sorte de réussir à forcer la transition de l'agriculture. Une réaction courte, une réaction très courte. Hein. Au-delà des grandes idéologies, hein, monsieur le sénateur du Morbihan, moi je suis désolé, je fais preuve de pragmatisme. Hein. On peut parler de régulation, etc. Et bien évidemment que nous aussi on est pour de la régulation. Seulement, on est dans ce monde-là dans lequel on vit, on n'en parle plus et plus personne n'en veut. Alors je suis désolé, mais ne serait-ce qu'au niveau européen et au niveau français. Vous, qu'est-ce que vous proposez? On sait que la régulation, on vient de la quitter, on n'est pas prêt d'y revenir, mais on parle de gestion de crise, de système d'anticipation de crise. Vous, qu'est-ce que vous proposez à un moment donné? Parce que c'est bien gentil de faire de l'idéologie, hein, mais de la régulation, il faut bien dire aussi à tout le monde que plus personne n'en veut dans ce monde très concurrentiel, etc. Donc voilà, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Alors, je vous propose, c'est le moment. Allez-y, monsieur. D'accord, parce qu'aujourd'hui, quand même, notamment une production comme la production laitière, oui. Les producteurs ont pris conscience que si on ne maîtrisait pas la production, si on n'adaptait pas l'offre à la demande, on allait dans le mur. Et il y a un mouvement aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ces producteurs.
Je vous propose tout de suite une petite parenthèse, sinon une petite respiration. Ce plateau en a bien besoin. On rejoint Jean-Philippe Lefebvre. Il est en compagnie de lycéens qui arrivent avec leurs professeurs de la ville de Vesoul. Ils sont, je crois, étudiants en biotechnique et ils sont sur le salon. Jean-Philippe. Oui, Pierre-Henri, on va calmer le débat 2 minutes, ça fait du bien pour repartir tout à l'heure. Je suis déjà avec Alain. Alain, vous êtes professeur au CFA agricole de Vesoul. Vous êtes professeur en zootechnie. La zootechnie, c'est quoi exactement? Donc j'enseigne différentes matières, c'est-à-dire l'alimentation, la reproduction, la génétique, santé aussi, on travaille sur le bien-être animal, on travaille sur les bâtiments, sur toutes ces choses-là, dans différentes espèces, en particulier les bovins, les porcs, les caprins, les ovins, même la volaille. Alors on parle souvent de l'éducation et de la politique de l'éducation, c'est souvent problématique, mais vous, votre éducation, l'éducation pour les futurs agriculteurs français, est-ce que cette filière va bien? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? Oui, je pense qu'il y a encore du monde en tous les cas. Je n'ai pas des chiffres à vous donner, mais nous, ça marche bien en apprentissage. Bon, il y a toujours des classes plus ou moins chargées, plus ou moins, c'est fluctuant, on va dire. Mais je pourrais dire qu'on a de la demande parce qu'on est en apprentissage, donc moitié en entreprise, où on est vraiment dans le métier, et puis une autre partie où on est en cours. Ils aiment à la fois se retrouver, parce qu'ils sont encore jeunes, donc en cours pendant 15 jours. Ils aiment bien repartir retrouver leur maître d'apprentissage, leur exploitation, leurs animaux, et ça fonctionne bien. Ouais, enfin, en tous les cas, nous, on a des élèves très, très intéressants. Voilà. On en a 4 ici, on aurait pu en amener beaucoup plus. Ils sont sympas, ils sont autonomes, ils ont plein de qualités. Alors on l'entendait sur le plateau de Pierre-Henri Gergonne en direct, la PAC évidemment ça fait beaucoup parler. Est-ce que vous leur expliquez à vos élèves ce qu'est la PAC et comment ils peuvent en profiter pas au sens péjoratif du terme, mais en tout cas utiliser la PAC pour leur métier? Bien sûr, pas moi personnellement, mais j'ai des collègues qui travaillent, qui sont dans cette discipline, qui ont, il y a un cours, il s'appelle la PAC d'ailleurs, il y a un module, ça va être le M52 pour les connaisseurs, qui s'appelle organisme agricole, tout l'environnement agricole, etc. Et puis ils travaillent là-dessus, je crois que ça peut tourner autour de 4 à 5 heures par semaine, ouais. D'accord. Alors, Émilie, vous inquiétez pas, on est en direct, il y a beaucoup de gens au Salon de l'Agriculture, d'autant plus dans les halls, puisqu'il pleut à torrent sur Paris, c'était le point météo. Émilie, donc, tu es étudiante au CFA de Vesoul. Dans quelle filière? En production animale. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Puisque, évidemment, tu travailles déjà en exploitation. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'aller au CFA? On approfondit nos connaissances, puisque c'est plutôt la technique, la théorie, donc tout ça après on l'applique dans l'exploitation et ce qu'on a en exploitation, on l'amène pour les cours. Voilà, après il y a le quotidien, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, après il y a le quotidien évidemment, s'occuper des bêtes. Souvent on a le sentiment, c'est un métier qui est très respecté en France, mais on le sait, c'est un métier très dur, très fatigant, 7 jours sur 7, très peu de vacances. Ça t'a pas fait peur toi de t'investir dans ce métier? Non, parce que justement je suis une fille d'agriculteur, donc je connais ce milieu-là depuis toute petite, donc c'est pour ça. Voilà, je voulais faire ça de ma vie. Voilà, donc finalement c'est une histoire familiale. Maxime, c'est une histoire familiale toi aussi? Moi, je suis au cadre familial. Mais depuis tout jeune, j'ai toujours aimé l'agriculture, les animaux, les bêtes, je suis passionné. Puis j'espère pouvoir m'installer après mon BTS. Ça t'a jamais fait peur ce métier? C'est vrai, faut affronter les saisons, faut affronter les difficultés. Non, ça m'a jamais fait peur parce que c'est une passion, c'est un beau métier, quoi. Il faut aimer pour aller là-dedans, quoi. Bon, merci à toi. Voilà, il faut aimer pour faire de l'agriculture. Un beau message, Pierre-Henri, pour votre plateau. Mais absolument. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de tous ces témoignages extrêmement réconfortants. On accueille sur ce plateau Hervé Morin, le président du nouveau Chambre des députés de l'Eure. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Hervé Morin, on parle de la PAC. On a eu droit à des échanges passionnés autour de cette question de la réforme de la PAC. J'aurais une question à vous poser. Cette année, les pays membres de l'Union européenne auront les coudées franches pour répartir les aides bruxelloises. Est-ce à dire qu'on assiste, mine de rien, à une sorte de nationalisation rampante de l'agriculture, au détriment peut-être d'une politique
plus européenne, plus cohérente au niveau européen? Ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est, et avant tout bonjour tout d'abord, ce qu'il nous faut, c'est intégrer une dimension pour l'Europe. C'est intégrer une idée simple, c'est que nous ne sommes pas seulement en crise, nous sommes en train de changer de monde. Et ce changement de monde nous impose de nous projeter à 10 ans ou à 20 ans. Et dans 10 ans ou dans 20 ans, vous aurez entre 2,5 milliards et 3 milliards de terriens qui auront le même niveau de pouvoir d'achat que la classe moyenne française. Il y a donc un potentiel de consommation sur la planète qui est absolument extraordinaire. Et compte tenu du socle que nous avons de nos races, de nos terroirs, de nos filières, de notre industrie agroalimentaire, nous avons tout pour réussir dans les 20 ans qui viennent. Et donc la politique européenne, elle doit absolument intégrer à la fois l'idée que nous serons une immense puissance d'exportation et nous devons rester et être plus encore une grande puissance d'exportation à l'avenir pour donner des débouchés à nos filières. Et deuxièmement, pour cela, faire en sorte que dans les filières, il y ait une autre organisation que celle que nous avons, notamment en développant des filières permettant très clairement aux consommateurs de savoir ce qu'ils mangent, développant des filières de qualité, bref, faisant en sorte que la valeur ajoutée soit mieux répartie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui se passe par exemple sur le lait aujourd'hui est scandaleux. Il n'empêche, Hervé Morin, la France perd des parts de marché. Elle est passée en termes d'exportation de la 2e place à la 5e place. Est-ce que les perspectives de la PAC dans les années à venir, d'ici 2020, peuvent permettre d'inverser cette tendance quand même inquiétante? Bon, attention, n'allons pas chercher simplement dans la PAC les causes de nos malheurs. Parce que c'est un peu facile toujours d'aller chercher des boucs émissaires ailleurs. Si la France va mal, c'est d'abord et avant tout à cause de nous. Si on a une politique fiscale qui fait qu'on a les prélèvements les plus importants, si on matraque le travail comme nous le faisons, contrairement aux autres, si nous avons des charges plus élevées qui fait que, grosso modo, la production porcine finit par aller en Allemagne plutôt que rester en France, c'est pas la faute de l'Europe. C'est d'abord c'est notre responsabilité. J'allais dire autant droite et gauche, pardon de le dire. Je suis désolé, je me permets de rebondir sur ce que m'a dit la politique politicienne que de dire ça. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir. Monsieur Morin dit des bonnes choses, mais il y a des choses qui pour moi, ça coince un peu. Qu'on aille chercher de la valeur ajoutée, que l'on crée des filières pour aller chercher de la valeur ajoutée, ça va bien, ça on le sait le dire. Par contre, j'ai entendu de la bouche de Monsieur Morin que l'on crée des filières pour que le consommateur sache ce qu'il mange. Je suis désolé, d'année en année, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2014, on n'a jamais eu autant de transparence sur les produits alimentaires. Qu'on se le dise quand même. Non, mais, enfin, vous avez dit qu'on se crée, qu'on se donne les moyens pour créer les filières, pour donner de la transparence aux consommateurs. Après, vous parlez d'aller à l'exportation, etc. Mais dans ce cas-là, ça ne tient pas lieu non plus qu'à la PAC. Nous aussi, si l'État français, à un moment donné, veut se donner l'ambition d'aller sur l'exportation, qu'on s'en donne les moyens. C'est exactement ce que j'ai dit. Jean Bizet. Vous avez posé la question, est-ce qu'il y a un risque de renationalisation précisément de la PAC? Avec la liberté qu'ont les États membres de répartir les aides. Absolument. Donc il faut faire quand même très attention quand on revient sur des chiffres. La part annuelle des crédits PAC, c'est 8 milliards. En face des 8 milliards pour la France, vous avez 3 milliards d'aide nationale. Donc il y a encore, si vous voulez, un différentiel, Dieu merci. Il faut faire très attention, effectivement, pour ne pas rentrer dans cette éventuelle renationalisation de la PAC. Pourquoi? Parce que ça va entraîner, au travers des 28 États membres, des distorsions de concurrence sur lesquelles les agriculteurs seront pénalisés. Parce que derrière tout cela, eh bien, c'est vrai, il y a des pays tels que l'Allemagne, d'autres pays encore, dont, si vous voulez, les conditions d'exploitation, les conditions de revenus sont beaucoup plus favorables, si vous voulez, que dans notre pays. Et aujourd'hui aussi, on voit qu'il y a un énorme problème qu'on n'arrive pas à régler en France, c'est le partage, je dirais, rationnel et équitable de la valeur ajoutée entre le producteur, le transformateur et le distributeur, alors que d'autres pays, tels que l'Angleterre et l'Allemagne, ont harmonieusement réalisé. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que le consommateur comprenne bien, si vous voulez, que la politique des prix bas, elle a, si vous voulez, un terme. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du bout
Parce qu'il faut que derrière chaque consommateur, eh bien, cet homme ou cette femme comprenne bien qu'il est aussi citoyen, qu'il est aussi ouvrier, artisan, commerçant, et que les prix ou les produits agricoles, compte tenu de leur sécurité, compte tenu de leur image, compte tenu de leur qualité organoleptique, ces produits-là, ils ont un prix. Vous pensez que dans ce domaine, la grande distribution doit faire un effort? Elle doit faire un effort. Et que je n'étais pas ravi. Hein, vous connaissez ma couleur politique. J'ai voté au Parlement la loi LME. Malicieusement appelée très rapidement la loi Michel-Édouard Leclerc. C'est pas faux. Je ne suis pas ravi. Même quand je l'ai voté au Sénat, je n'étais pas ravi de la loi LME. Il faut revenir à un partage équitable de la valeur ajoutée. Allez, un mot de réaction, Joël Labbé. Oui, sur ce point-là, on ne peut qu'être d'accord. Ce que fait actuellement la grande distribution, c'est scandaleux. Alors que tout le monde y retrouve son compte, le producteur, la distribution évidemment, et le consommateur sur la qualité. Alors on a parlé à 2 reprises de l'Allemagne. Je regrette, mais pour nous, l'Allemagne n'est pas un modèle. L'Allemagne a réussi certaines performances. Si on parle agriculture, je veux dire économie, environnement, social, du point de vue social, l'Allemagne n'est pas du tout un modèle et a profité du dumping qui leur a été, en profitant de la directive européenne sur le détachement. Heureusement que ces choses-là vont être régulées, mais je crois qu'on a une politique française à mettre en place et la loi d'avenir doit être le moyen, au-delà de la PAC, pour justement réguler, parce que puisque les nations en ont les moyens, et bien que la loi d'avenir soit une loi réussie en termes de rééquilibrage. On va retrouver tout de suite Perrine Tarnot, qui est en compagnie dans les allées quelque part de ce salon de l'agriculture, en compagnie, je crois, d'une productrice d'huile. Est-ce que vous me confirmez cela, Perrine? Exactement, Pierre-Henri. Je suis à la coopérative de Clermont-Lérault, dans le département de l'Hérault, comme son nom l'indique, avec Hélène Pagès. Bonjour, cette coopérative qui représente plusieurs producteurs d'huile d'olive. Donc évidemment, sur votre stand ici dans le hall 7, eh bien, on peut déguster différents types d'huile d'olive. Racontez-nous un petit peu ce que vous proposez ici à la dégustation. Bonjour, nous, notre production est produite par 2500 producteurs, des petits producteurs, et on a beaucoup de variétés d'olives qui sont spécifiques à notre région. Le fleuron, c'est la Luc, la meilleure olive de table en verre, vous l'avez ici. Alors elle a disparu, il y a quelqu'un qui a dû la prendre, mais on va la retrouver. C'est Monsieur le Président qui l'a. On vous reprend pour la caméra, voilà. Ça c'est le fleuron de votre production, hein, Hélène. Voilà, exactement. Nous sommes en train elle va être bientôt classée en AOC. Et c'est la meilleure olive de table en verre. Elle a une chair très fine, un noyau petit. Elle a des arômes d'avocat, elle est très beurrée. Et tous les Parisiens ou les visiteurs du salon qui dégustent l'huile en achètent, c'est sûr. On déguste, on achète. Alors avec la Luc, on fait de l'huile d'olive, bien sûr. De l'huile, quand elle est noire, alors on peut faire de l'huile. Et bien sûr, on l'a ici. C'est l'huile de Luc, qui est aussi une huile très fine, en fruités mûrs. Voilà, on va la reposer ici. On a plusieurs variétés qui sont représentatives de notre région. On a la Clermontaise, on a la Verdale de l'Hérault, on a la Glando et la Bouteillant, qui sont des plantations récentes de nos vergers. La cuvée d'Augustin, c'est le moulin où l'on extrait l'huile et on fait de l'assemblage avec toutes ces variétés-là. Et ça donne un fruité, un bouquet floral. Vous sentez en ce moment qu'il y a un espèce de nouvel engouement autour de l'huile d'olive, une redécouverte un petit peu? Oui, je trouve, ça fait 15 ans que nous venons au Salon de l'Agriculture pour présenter nos produits et faire découvrir nos produits. Et cette année, ça fait 2 ans que les clients ne nous demandent plus le prix, mais ils nous demandent de l'authenticité. Ils veulent qu'on leur prouve l'authenticité du produit. C'est un nouveau revirement de la clientèle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on les a un petit peu trompés autour de l'huile d'olive, sur des huiles d'olive grand public? Je pense, oui, c'est-à-dire qu'il y a des réglementations, notamment sur l'étiquetage, et qu'il faut bien s'appuyer là-dessus. Nous, c'est notre force, parce que ce sont des producteurs, c'est nous qu'on extrait, et on a la traçabilité. Et bien sûr, c'est pas toujours pareil. Voilà. Alors, à quoi on reconnaît une vraie huile d'olive? Qu'est-ce qu'il faut lire sur l'étiquette, Hélène? Expliquez-nous. Déjà, il faut que ce soit un produit de France. Et ça, c'est noté sur l'étiquette. Ensuite, il y a l'origine. Si vous permettez, on va prendre une bouteille. On va prendre une bouteille ici, voilà. Voilà, vous voyez, exactement. Alors, il y a produit de France.
Bien sûr, nous mettons le drapeau pour identifier notre pays d'origine. Ensuite, il y a l'huile d'olive vierge extra. C'est la variété de l'olive, c'est la manière. Voilà. Ensuite, il y a une phrase obligatoire, extraite, vous voyez, par l'huilerie de Clermont-Lérault, c'est l'origine des olives. Huile d'olive de catégorie supérieure. Voilà, c'est beaucoup de lecture. Ah oui, obtenue directement des olives et uniquement par des procédures mécaniques. Très bien. Très important, voilà, mécaniquement, un procédé mécanique. Juste un petit point pour finir, Hélène, vous aviez envie d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'utiliser tous les produits phytosanitaires pour traiter les oliviers. Ça pose problème, cette nouvelle réglementation? Voilà, là on est confronté à un problème très important pour nos petits producteurs qui ont entre 2, 3 et 5 tonnes d'olives, qui représentent quand même des gros producteurs pour la coopérative. Il y a de nouvelles réglementations d'utilisation des produits certifiés phytopharmaceutiques et c'est très réglementé. Ils ne peuvent plus accéder à ces produits parce qu'ils ne sont pas considérés comme des professionnels de l'agriculture. Et là, on va voir toute une filière qui va partir et nous ne sommes pas les seuls. Toutes les petites filières sont dans notre cas. Et nous, on se bat, on a écrit à nos députés, on a écrit à nos sénateurs pour nous défendre auprès du ministère de l'Agriculture pour revoir cette procédure. Alors Hélène, il y a des parlementaires sur le plateau de Public Sénat aujourd'hui en direct du salon, donc je pense et j'espère qu'ils ont entendu votre message. Merci de nous avoir accueillis sur ce stand de la coopérative de Clermont-Lérault. Merci Perrine, ils ont entendu, ils ont bien noté les récriminations de madame. Je voudrais qu'on termine cette émission, il nous reste 4 minutes, autour de ce qu'on appelle le second pilier de la politique agricole commune, celle qui a trait au développement rural. C'est pas rien, c'est 1,4 milliard je crois pour la France, des sommes d'argent qui seront gérées par les régions, et ça c'est une nouveauté. Est-ce que, Jean Bizet, pour vous c'est une révolution, comme disait encore hier ici même dans les allées du salon le président de la région Auvergne, M. Souchon, cette nouvelle gestion par les régions? C'est une évolution, c'est vrai. Il faudra que les régions se dotent de l'expertise humaine et technique pour gérer tout cela. Mais je vous rappelle 2 choses, si vous voulez, en ce qui concerne je dirais le deuxième pilier de la PAC et l'ensemble des fonds de cohésion, comme on appelle. Eh bien, il faut rapidement les consommer parce que, à mi-parcours de la consommation, si tel ou tel État membre ne consomme pas, il y a ce qu'on appelle la réserve de performance qui échappe précisément à la France, à la région et la France en conséquence. Il y a de l'argent, je n'ose pas dire beaucoup d'argent dans la conjoncture actuelle, mais il y a de l'argent. C'est pas facile de les consommer ou de monter les dossiers. Et là, on retombe sur un mal français, c'est la complexité et la lourdeur administrative. Le président de la République, mais tous les présidents de la République qui se sont succédés depuis un certain nombre d'années, nous appellent à un choc de simplification. Eh bien aujourd'hui, avec l'obligation, nous allons arriver avant la fin de l'année à 2000 milliards de dettes. Eh bien là, nous sommes arrivés, comme sur la politique des prix bas, au bout du bout. Il va falloir que la France simplifie précisément toutes les procédures administratives de consommation également de ces subventions. Et ça, c'est une grande demande des agriculteurs. Un mot sur ce point. Donc sur ce second pilier, je partage ce qu'a dit Jean Bizet. Seulement, j'aimerais rajouter, au-delà du fait que les régions vont à un moment donné gérer ce budget, moi j'aimerais, parce que l'un des piliers phares de ce second pilier, c'est la politique de soutien à l'installation. J'aimerais au moins que sur la politique de soutien à l'installation, on soit capable de définir à un niveau national des grandes lignes et que l'on flèche dans les régions, mais que l'on fixe au moins au niveau national une politique, une réelle politique. Le second pilier, c'est aussi, à un moment donné, le soutien de la diversité sur notre territoire. C'est la politique de handicap, c'est la politique montagne. Tout ça, il ne faut pas l'oublier et l'occulter. Voilà. Antoine Jean, votre conclusion, il nous reste quelques instants. Je pense que ça peut être une chance quand même pour les régions. Nous, on a rencontré dans la région Nord-Pas-de-Calais le vice-président en charge de l'agriculture. Et ils ont quand même les moyens, donc c'est du cofinancement État, région, Europe, notamment l'installation. Chez nous, ils soutiennent l'installation et notamment l'installation hors cadre familial. Tout à l'heure, on voyait des élèves. Nous, on a pas mal d'écoles agricoles chez nous. Il y a énormément d'élèves aujourd'hui qui sont prêts à s'investir en agriculture, qui ont des projets des fois qui ne sont pas des gros projets. Et si les régions ont une volonté,
l'installation, ça peut vraiment être un moteur avec la politique agricole commune, quoi. Joël Labbé, vous avez quelques secondes pour conclure. Oui, un mot de l'installation. On est complètement d'accord avec la position des jeunes agriculteurs, le soutien à l'installation. N'oublions pas, je suis sidéré par les chiffres, 200 fermes que l'on perd chaque semaine en France. Alors c'est dire s'il y a un véritable problème. Donc la réforme des SAFER fait justement partie du jeu pour faire en sorte qu'il y ait un véritable soutien à l'installation et au renouvellement des générations. Hervé Morin, c'est vous qui concluez. Vous êtes au salon, vous avez appris quoi? Sur la même question, oui. Je regrette en fait que ce soit géré par les régions. Je préférais que ce soit géré par l'État parce que je trouvais qu'il y avait plus de neutralité. Et que le risque de la gestion par les régions, c'est que ces crédits européens soient otages de la politique régionale. Voilà. Voilà, merci à vous Hervé Morin, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bien sûr cet après-midi au Salon de l'Agriculture à partir de 16h30. On évoquera plus généralement les grands défis à venir, les grands défis planétaires de l'agriculture. Merci mille fois de votre fidélité à Public Sénat.